tous. Donc on va découvrir un nouveau chapitre qui s'appelle dérivés et applications. Alors à quoi servent les dérivés? Dans un premier temps, on a quitté le chapitre des limites parce qu'en fait, quand on a étudié les limites, on étudie les asymptotes. Donc par exemple, si j'ai un graphique, voilà. Admettons que j'ai une asymptote horizontale, je sais pas, en 1, une asymptote verticale ici en -1. Alors l'asymptote verticale, en général, on sait bien la situer. Hein, donc admettons qu'à droite ce soit plus l'infini et à gauche ce soit moins l'infini. Bon, après, il y a moyen de situer par rapport aux asymptotes horizontales également. Admettons qu'elle fasse ceci et qu'elle fasse ceci. Et puis après, on se dit, ben voilà, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Est-ce que ma fonction fait gentiment ça? Est-ce qu'elle fait ce genre de choses? Même chose ici. Ben, je vois très bien ici que pour passer et aller rejoindre mon asymptote, ben, je dois faire une bosse et puis repartir. Est-ce qu'elle en fait une? Est-ce qu'elle en fait deux? On n'en sait rien du tout en fait. Et donc justement, les dérivés vont nous permettre de voir, tiens, ce qu'il se passe ici entre les deux. Est-ce qu'il y a des bosses? Est-ce qu'il y a des creux? Est-ce que la fonction est tournée vers le haut? Est-ce que la fonction est tournée vers le bas? Donc voilà, les dérivés vont nous permettre d'affiner ce qui se passe entre les asymptotes. Donc voilà, c'est ce qu'on nous dit. Tracer le graphique d'une fonction du second degré, rechercher son maximum, je vous ai dit les bosses, hein, ou son minimum, donc les fosses. Déterminer ses intervalles de croissance, où elle monte, où elle descend, donc de décroissance, ne pose guère de difficulté dès qu'on connaît les caractéristiques de cette fonction. Hein, donc il en va autrement pour des fonctions polynômes d'un degré supérieur. Donc c'est vrai que le second degré, ça on connaît, mais pour les degrés supérieurs, on ne connaît pas. D'accord? Et donc la notion de dérivée découverte dans ce chapitre permet d'étudier de nombreuses fonctions sous différents aspects, la croissance, les extrémas, donc les min, les max, la représentation graphique. En plus de ça, les domaines d'application de la dérivée sont nombreux. On peut citer entre autres les sciences, donc étude des mouvements physiques, de la vitesse, de la réaction en chimie, hein, de la vitesse tout simplement d'un mobile ou de son accélération, du débit de quelque chose. Donc l'économie aussi, la tendance des marchés, la variation des coûts, le coût marginal, le monde technique, la conception de ponts, le raccordement de courbes. Par exemple ici, hop, un petit exemple, voilà, si on veut dessiner ce toboggan, on va devoir le modéliser, mais on ne veut pas qu'ici il y ait tout d'un coup une arête ou une espèce de bosse bizarre. Il faut en fait que les tôles ici puissent se mettre de manière harmonieuse, même chose pour les bords. Et donc voilà, pour assurer la sécurité des enfants, le toboggan ne peut présenter ni creux ni bosse. Donc la courbe vue de profil peut être modélisée par deux courbes qui auront la même tangente en fait. Donc voilà, qui seront parfaitement collées l'une à l'autre. Hein, il n'y aura pas d'écart. Genre, je ne sais pas moi, ça. Imaginez si vous avez ça et puis ça. Ici, c'est quand même quelque chose d'assez raide. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir quelque chose d'un peu plus arrondi. Et donc pour ça, il faudra deux courbes qui vont se recoller, qui ont la même tangente. Donc voilà. Les dérivés sont utilisés dans les études de marché aussi. Hein, quand est-ce qu'on atteint un min, un max pour sa production. Donc ça, c'est vraiment très très utile. Même chose pour tout ce qui est, ici on vous montre la vitesse instantanée d'un mobile. On verra que la vitesse instantanée, c'est un objet purement mathématique. Donc voilà. Par exemple, en fait, pour calculer la vitesse moyenne entre deux points, vous faites, à un moment donné, je roule là, je suis ici. À un autre moment, je suis ici. On fait différence des espaces sur différence des temps, delta y sur delta x, et on a la vitesse moyenne. Maintenant, la vitesse instantanée, ça veut dire que c'est en un instant. Comment faire une différence d'espace sur différence de temps si on n'a qu'un instant? Donc, techniquement, c'est pas possible. Si vous n'avez qu'un instant, vous ne savez pas faire un delta y sur delta t, hein, puisqu'il n'y a qu'un t. Et donc on verra en fait que cette vitesse instantanée, c'est un objet purement mathématique et qui notamment provient des limites. Donc voilà. Alors,
Et donc voilà, le concept de dérivée a été inventé au XVIIe, quasi simultanément par deux mathématiciens, Newton et Leibniz. Voilà. Alors, premier contact avec l'idée des dérivées, donc c'est la variation et le taux de variation. Alors, on aurait pu adapter à la situation actuelle. Et donc, on a une situation où cette courbe va vous parler fortement. Et donc ici, il s'agit d'une courbe où on compte le nombre de malades, et oui, suite à une pollution de l'eau de distribution. Donc, c'est pas le corona, mais bon, voilà. Donc, de nombreux habitants d'une petite ville ont souffert de troubles digestifs. Des relevés quotidiens ont permis de modéliser l'évolution du nombre de malades par la fonction. Ici, c'est une fonction de degré 3. Hein, celle qu'on voit actuellement, ce n'est pas une fonction de degré 3, mais bon, voilà, ça donne une petite idée. Où n de t représente le nombre de personnes malades t jours après le début de l'observation. Donc t, c'est le temps en jours. Okay. Et n de t, c'est le nombre de malades. Et on va vous demander de calculer chaque fois le taux de variation. Donc de compléter le tableau. Donc là, je vous invite à mettre sur pause. Et donc à regarder tout ça, à faire les calculs. Donc je vais renoter n de t ici parce qu'on ne le voit plus à l'écran. Voilà. Alors, on vous dit quelle est la variation du nombre total de personnes malades. Donc, une variation, c'est l'écart qu'il y a entre la donnée jusqu'au troisième jour, donc depuis le début de l'observation, donc le jour numéro 0, donc l'écart qu'il y a entre le jour numéro 0 et le jour numéro 3. Alors, le jour numéro 0, il y avait 50 malades. En effet, si vous remplacez t par 0 dans la fonction, ça fait 50. Donc, c'est le jour où on s'est aperçu qu'il y avait des malades. Puis 3 jours plus tard, non, troisième jour, après la date où on s'est aperçu, eh bien, voilà, si vous remplacez n par 3, vous allez avoir 239. Ok, et puis si on veut le taux moyen, c'est comme je vous expliquais avec la vitesse, hein, delta y sur delta x ou delta t, mais ici c'est la même chose. On va faire la variation du nombre total de personnes divisé par la variation du temps. Alors en réalité, c'est 3 moins 0. Et donc, on a un taux moyen de 63 personnes par jour. D'accord? Ok, donc là, mettez sur pause et faites l'exercice.
Voilà. OK. Donc tout ça est obtenu évidemment en remplaçant dans la fonction n de t. Et donc chaque fois, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le taux c'est une comparaison d'un nombre de divisé par le temps ou en fonction de ce qu'on vous dit. OK. Passons à la question B. Donc on constate que pour une même durée d'observation, les taux moyens de variation ne sont pas constants. De fait, vous avez 63 par jour entre le jour 0 et le troisième jour. Vous avez 153 malades par jour entre le troisième et le sixième, 189 par jour entre le sixième et le neuvième, et 171 par jour entre le neuvième et le douzième. Je pense que ce sont pour une fois un exercice qui peut vous parler, vu la situation. Alors, donc, quelle différence y a-t-il entre variation du nombre de malades et taux moyen du nombre de malades? Là, tout simplement, la variation, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement la différence entre deux valeurs prises à des instants précis. Donc ça, n'hésite pas à noter. Hein. Donc la différence entre deux valeurs prises à des instants précis. Alors que le taux moyen, c'est le rapport, donc le taux, c'est un rapport. Ok? Un rapport. Ça, entre quoi? Entre une variation du nombre de malades ok, sur la variation d'une autre quantité. Ici, variation de temps. Ok? Donc un taux, c'est un rapport de variation d'une donnée sur la variation d'une autre donnée. Ok. Alors, ça va? Alors, donc, ici, question C. Quelle est la variation du nombre de malades pendant les 12 premiers jours? Bon, ben là, on calcule, hein, puisqu'on nous demande la variation. On calcule n de 12 moins n de 0. N de 12, on l'a déjà calculé. N de 0, c'est 50. Ok. Et quel est le taux moyen de variation du nombre de malades ces 12 premiers jours? Ben donc on doit faire la variation du nombre de malades sur la variation du nombre de jours, donc 12 moins 0, ce qui fait 12, et ça nous donne 144. Ok. Donc si vous avez compris, les deux questions, la question E est facile, donc le taux moyen de variation du nombre de malades entre le 12e et le 18e jour de l'observation. Donc voilà, de nouveau, mets sur pause et fais toi-même le calcul. Ok. Et enfin, comment peut-on représenter un taux moyen de variation sur le graphique? Alors tu vois ici que, en fait, sur le graphique, reprenons le graphique. Voilà. Alors je t'invite à tracer, par exemple, pour qu'on voit quelque chose, le taux moyen entre ici, puisque c'est bien séparé, entre le 12e jour et le 18e jour. Alors on trace ça à la latte. Alors je ne maîtrise pas encore parfaitement l'outil.
hop, hop. Oui, bon, je crois qu'on va tracer ça à la main, hein. Mais vous le tracez à la latte. Ok, on oublie. Oh là, oh là. Alors... ah ben, tout va bien. Ok, ok. Alors, comment faire disparaître ces petites choses? Voilà, j'ai trouvé. Ok, ben voilà. Voilà. Donc, on a bien compris que c'était à la latte. Ok, donc on avait dit 18. Voilà, et en fait, si vous tracez donc la droite ici, la droite, hop, 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 et bien en fait, son coefficient angulaire, puisque qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en fait delta y sur delta x, où les y, ce sont les n, et les x, ce sont les temps. Donc c'était 18 moins 12. Et qu'est-ce que c'est delta y sur delta x? Ben en fait, c'est le coefficient angulaire, ou la pente. D'accord? Donc en fait, ici, si vous avancez d'une unité, voilà, au niveau du temps, eh bien vous allez, alors c'est pas évident de le voir parce qu'on a vraiment une très grande échelle, mais ici on devrait monter de 36 puisqu'on a 36 comme réponse. Donc si on avance d'une unité, on va monter de 36. Donc voilà, en fait, le taux moyen se représente par la pente de la droite reliant les deux points. D'accord? Donc la pente de la séquente reliant les deux points considérés. Donc voilà, ça répond à la question E. Donc le taux moyen se représente par la pente de la séquente qui joint les deux points considérés. Voilà, voilà. Donc ça, vous pouvez le faire pour n'importe quel taux moyen, hein. Entre 6 et 9, bon, ce ne serait pas super visible. Ah oui, pardon, ici c'était... Oui, oui. Donc, ok. Et donc, je ne sais pas, moi, entre 0 et 12, ça c'était pas mal. Vous pouvez tout à fait le tracer sur le graphique entre 0 et 12. Et là, ben, si vous avancez de 1, vous allez monter de 144. Bon, je ne le ferai pas. Tout simplement, vous avez bien compris que je ne maîtrisais pas tellement l'équerre. Peut-être on va essayer avec la latte à un moment donné. On verra. Donc voilà. Ça répondait à l'activité 1. Donc on a découvert le taux moyen. Alors, petite remarque aussi par rapport au taux moyen. Ici, on a fait entre le 18 et le 12. Si on avait fait entre le... Voilà. Entre, je sais pas moi, le 16 et le 22. Donc le 16 et le 22. Donc si vous calculez n de 22 moins n de 16 sur 22 moins 16, mais en tout cas, on peut s'attendre clairement à quelque chose de négatif. Ok? Bien sûr, c'est une droite, on est bien d'accord. Et donc, à la latte, ok? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On a déjà une petite indication, c'est que, en fait, quand votre fonction va être croissante, vous allez avoir un taux moyen qui va être positif. Et quand votre fonction va être décroissante, vous allez avoir une pente négative. Donc, ça se tient.
D'accord? Donc tout ça est lié. La pente de la droite qui est positive, vous allez avoir, c'est que votre fonction va monter, et sinon, ben, si la pente est négative, c'est que votre fonction va descendre. On verra ça. On va généraliser ça, en tout cas pour les tangentes. Parce que pour les séquentes, on pourrait encore avoir d'autres choses, mais pour les tangentes. Mais bon, voilà. Alors, de la séquente à la tangente. Dans les graphiques ci-dessous, les taux de variation sur l'intervalle A et B sont identiques. Voilà. Donc c'est vrai que pour les séquentes, il faut faire attention. La pente positive et négative, ce sera notamment valable pour les tangentes. Alors, cependant, ces deux graphiques présentent des différences. Comment peut-on traduire ces différences? Alors, on ne va pas répondre à ça tout de suite. Pour se faire une idée de la variation d'une fonction selon les différents endroits de la courbe, on peut imaginer une main tendue qui suit le graphique dessiné sur le tableau. Donc votre main ici, elle va venir comme ça, hop, 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 et puis elle va tourner un peu. Je ne sais pas faire tourner mon crayon sur l'écran. Mais donc imaginez cette main qui va suivre la courbe. Elle s'incline au fur et à mesure de sa promenade le long de la courbe. La main figure une droite tangente à la courbe qui se déplace le long de cette courbe. Ok. Petit a. Sur les figures 4 et 5, un logiciel graphique a ajouté quelques tangentes aux des points d'une courbe. Donc elles sont ici en vert, bleu. Observez ces graphiques. Quel lien peut-on établir entre la pente des tangentes et le sens des variations des fonctions? Ben voilà, ça reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous regardez bien, ben ici, vous voyez que les pentes de vos tangentes, chaque fois, hein, ce sont des fonctions du premier degré à pente positive. Donc vous voyez que les pentes sont positives. Et votre fonction, ben, si vous imaginez votre main qui longe ici, ben, votre main elle est tournée vers le haut. Hein. Enfin, voilà, elle monte. Ok. Et donc, votre fonction, ben, elle monte aussi. Et puis, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un truc un peu bizarre, c'est que votre main, elle est horizontale. Et qu'est-ce qu'on observe ici? Mais c'est qu'on atteint un max. Et ici, la pente de la tangente, elle vaut 0. Ok. Si on imagine la main ici en vert, ben, je remarque ici, j'ai une pente négative. De fait, et ma fonction descend. Ah tiens, ici, ma main est horizontale. Donc elle a une pente nulle. Et qu'est-ce que j'observe ici? Oh, tiens, un min. Puis, ma pente redevient positive. Oh bah oui, ma fonction monte. Ma pente ici est positive. Oh bah oui, ma fonction monte. Alors on n'a pas dessiné, mais on pourrait tout à fait imaginer ici que votre main, bim, de nouveau, elle redevient horizontale. Donc pente égale à 0. Où c'est exactement? Ben, quand j'atteins ici le max. Et puis hop, on repart et ma fonction va de nouveau descendre. Donc on voit clairement qu'il y a un lien entre la pente de la tangente et le fait que la fonction est croissante ou décroissante, ici et là. Il y a aussi un lien entre la pente de ma tangente et le fait qu'on atteigne des points particuliers. Donc ce que je peux dire, donc on peut observer que lorsque la pente de la tangente est positive, la fonction est croissante. Et lorsque la pente de la tangente est négative, la fonction est décroissante. On peut aussi observer que lorsque la pente de la tangente est négative, s'annule et est positive, ça veut dire que d'abord on descendait puis on remonte, eh bien la fonction admet un minimum. Donc je répète, lorsque la pente de la tangente est négative, puis s'annule, puis est positive, la fonction admet un minimum. Et lorsque la pente de la tangente est positive, s'annule, puis est négative, la fonction admet un maximum. C'est important d'avoir ce changement de signe. Pour obtenir un min, vous devez d'abord descendre et puis monter. Pour obtenir un max, vous devez d'abord monter et puis redescendre. Le fait d'être horizontal n'est pas suffisant. En effet,
Si vous avez la fonction x cube, alors ça va encore être périlleux de le dessiner, mais bon, peu importe. C'est pas évident avec le stylet. Hop, voilà. Imaginez votre main qui va se balader le long de x cube. Bah, ici, j'ai des pentes bien positives. J'ai des pentes positives. Et puis ici, qu'est-ce qui va se passer? Ma main va passer à l'horizontale. Puis hop, elle continue à monter. Elle continue à monter. Donc j'ai tout le temps des pentes positives. Puis ici, en 0, j'aurai une pente nulle. Et puis positive, positive. Donc vous voyez qu'ici, j'ai bien ma main qui est horizontale, j'ai bien ma tangente qui est horizontale, mais je n'ai pas un min et je n'ai pas un max. Donc le fait de valoir 0 pour la pente n'est pas suffisant pour avoir un min ou un max. Pour avoir un min ou un max, on doit avoir un changement de signe. Monter, puis descendre. Descendre, puis monter. Donc les pentes doivent changer de signe. Les pentes doivent changer de signe. Ok? Voilà. Alors, comment calculer ces pentes? Donc il est difficile de déterminer la pente d'une droite dont on ne connaît qu'un seul point, puisque la tangente va ne passer par qu'un seul point. On imagine donc que le point B va se rapprocher du point A pour finalement venir vraiment coller super fort à A. Alors vous voyez arriver l'histoire, le point B va tendre vers le point A. Ok? Et donc, que devient la pente de la séquente lorsque B se rapproche de A? Alors, la pente des séquentes, c'est quoi? Donc, je réponds ici à la question B1. Donc, la pente d'une droite, c'est bien delta Y sur delta X. Donc, qu'est-ce qu'on a? Y de B moins Y de A sur X de B moins X de A. Alors, Y de B, en fait, il est quelque part un peu plus loin que A. Alors ici, on utilise A plus H. Oui et non. En fait, moi, je vais changer. Je vais dire que x de B c'est un point quelconque, donc je vais tout simplement appeler ça x. Et même chose, comme B est un point quelconque, ici c'est f de x. Ok, donc voilà. Ce qui est écrit est tout à fait correct, c'est juste que par la force des choses, cette version-ci est plus simple. Et donc, on a dit x de B, qu'est-ce que c'est? Y de B, c'est quoi? C'est f de x. Puisque B, c'est un point quelconque. Et pour A, c'est f de A. Le x de B, c'est x. Et le x de A, c'est A. Voilà. Et donc ça, c'est la pente de la séquente. Ah, donc M de AB. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir la pente de la tangente? On fait tendre B vers A. Vous voyez que si B tend vers A, hop, les droites se redressent, se redressent, se redressent, se redressent pour finalement ne coller que à la fonction au point A. Et donc, tendre vers, vous voyez la flèche ici, hein, eh bien, la pente de la tangente sera donc M de la tangente sera donc la limite lorsque x tend vers A de la pente de la séquente. Donc f de x moins f de A sur x moins A. Voilà. Donc, on peut dire que la tangente est la position limite de la séquente lorsque le point B se rapproche du point A. Autrement dit, la pente de la tangente en A, est la limite lorsqu'elle existe, parce qu'il faudra que ceci nous donne un nombre, la limite lorsqu'elle existe, c'est la limite de la pente de la séquente. Ok? Donc, on va dire lorsqu'elle existe. Quand est-ce qu'elle n'existera pas? Par exemple, quand on a une pente infinie, ça c'est un peu particulier.
Ok, donc la pente de la tangente. Pente de la tangente est égale à la limite lorsque b tend vers a ou lorsque x tend vers a de la pente de la séquente, ceci lorsqu'elle existe. Donc voilà, déjà, c'est une première approche de la tangente, c'est de pouvoir calculer son coefficient angulaire, donc sa pente. Et comme on a vu que la pente était liée à la croissance ou à la décroissance de la fonction, ben ça va nous donner plein d'informations, justement. Je vous avais dit, hein, est-ce que la fonction monte, descend, est-ce qu'elle a un min, est-ce qu'elle a un max. Donc ça, c'est ceci qui va nous donner l'information. Donc très important. Alors on va aller voir la synthèse 1. Ok. Donc, comment calculer la variation et le taux de variation d'une fonction entre deux points? Donc ceci, je l'ai mis dans votre synthèse. Donc on vous dit la variation, c'est tout simplement quoi, hein? C'est la différence entre deux points, entre deux données. Ok. Donc si la variation porte sur la variable y, ben, c'est delta y. Si la variation porte sur la variable x, c'est delta x. Si on fait varier x vers a de a à a plus h, la variation est notée f de a plus h moins f de a. Oui, ok. Ou encore, hein, donc tout ça reste vrai. Après, je vous ai dit, moi ici, le point B, je ne l'appelle pas a plus h, hein, je l'appelle x. Donc, mais encore une fois, tout ceci est juste, hein. Puisque B est un point quelconque. Évidemment, ce point B ne doit pas être à 10 km de A, hein, donc ça n'aurait pas vraiment de sens, encore que si on le fait tendre, il va se rapprocher à un moment donné. Mais donc voilà. Ou encore, donc ici, on va dire f de x moins f de a sur x moins a. Voilà. Alors, donc le taux moyen, on a vu que le taux moyen, c'était donc un rapport entre la variation d'une donnée sur la variation d'une autre donnée. Alors, vous avez dit un taux instantané, par exemple la vitesse instantanée, c'est quoi? C'est quand on n'a qu'un seul point. Et donc, n'avoir qu'un seul point, c'est quand on fait tendre les deux points, un point vers l'autre. D'accord? Donc, ici, le taux instantané, c'est donc la limite du taux moyen. Donc, moi, ici, je dirais la limite lorsque x tend vers a. Je ne l'écris pas dans le cadre bleu parce qu'on ne voit pas bien. De f de x moins f de a sur x moins a. Voilà. Et en fait, ce nombre, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé. Si la limite est un réel. Ok? Et donc graphiquement, qu'est-ce que c'est le nombre dérivé? C'est tout simplement la pente de la tangente. D'accord? Donc c'est égal à m de la tangente. Donc la tangente et la dérivée sont liées, hein, puisque le nombre dérivé va nous dire si c'est positif ou négatif, donc si la fonction monte ou si la fonction descend. Okay, donc très important, hein, voilà le lien avec le nom de dérivée qui est le titre du chapitre. Okay. Alors, on va calculer quelques nombres dérivés. Alors dans un premier temps, donc, je vous invite à faire les exercices 1 et 2. Voilà, et donc on vous demande, alors ici on a mis A plus H, hein, donc vous pouvez garder A plus H, c'est pas un problème. Ok, donc on vous l'a mis le A plus H, donc ça c'est pas un souci. Donc voilà, donc juste tout simplement lire sur le graphique. Donc n'hésitez pas à représenter le graphique, tout simplement une courbe, un point, un autre point. Voilà, alors de calculer donc les variations. Donc en gros, ça c'est comme l'activité 1, de 2 à 1,6, de 1,2 à 2,7 pour deux fonctions.
Ok. Donc voilà, c'est deux petits exercices pour commencer avec les dérivés. On travaille.